Les cauchemars de Becca sont la cause de ses troubles du sommeil, mais en tant que nouvelle maman, ces cauchemars sont accompagnés de ces insécurités qui menacent de se concrétiser. Lorsque Becca se réveille une nuit pour découvrir que Mira n'est pas dans son berceau, la panique la saisit dans toute la maison. Lorsque le médecin a appelé Becca dans son bureau pour examiner les derniers résultats de Mira, il lui a dit que son assistante s'assierait à la réception avec elle. Becca enroula la couverture avec les étoiles autour de Mira et attacha la boucle du siège avant de la laisser à Tania, l'assistante. Même en s'éloignant, Becca pouvait sentir l'odeur de bébé de Mira. Elle s'accrochait à ses vêtements, parfumait ses cheveux et était devenue le baume dont Becca ne savait pas encore qu'elle en avait besoin. La chambre du médecin était froide et austère, et il y manquait tout ce qu'elle pensait qu'une chambre de pédiatre devrait avoir, des couleurs vives, une atmosphère chaleureuse et accueillante, et un médecin qui n'hésiterait pas à prendre le bébé dans ses bras et à le faire rebondir. Becca trouva étrange de devoir laisser Mira dehors, surtout quand les résultats la concernaient, et ce n'est pas comme si elle allait comprendre quoi que ce soit. Elle n'avait que quelques mois. Heureusement, le médecin a dit que tout allait bien. Mira était un peu en sous-poids, mais dès qu'il commencerait à expérimenter de nouveaux aliments et de nouvelles saveurs, elle ne manquerait pas d'entamer rapidement sa poussée de croissance. En regardant votre taille, dit-il, elle sera probablement aussi grande que sa mère. Il a donné à Becca des brochures sur l'essai d'aliments frais pour les bébés. En les feuilletant, elle a également vu un groupe de soutien pour les parents célibataires. Au fond d'elle-même, elle savait qu'il la jugeait parce qu'il connaissait le père de Mira. Mais il était loin de se douter que le père de Mira voulait être tout sauf un père présent. Becca a remercié le médecin et est sortie de son bureau pour se rendre dans le hall où elle espérait que Mira dormait profondément avant qu'il ne parte. Mira n'était pas un bébé comme les autres. Elle n'aimait pas les trajets en voiture, même si Becca conduisait aussi lentement qu'elle le pouvait. Mira voulait être tenue dans les bras dans la voiture. Sa mère a dit que Becca et sa jumelle, Elena, étaient pareilles. Et elle, Rose, devait s'asseoir sur la banquette arrière de la voiture, tenant ses deux filles chaque fois qu'elle allait quelque part. Ta fille m'apporte les mêmes maux de tête que tu m'as apporté, dit sa mère un jour en riant. Elle passa devant Tania, assise derrière le bureau de la réception, les yeux rivés sur son ordinateur. Tania lui a souri en passant. Elle pouvait l'entendre cliquer sur la souris. Becca se demandait si elle travaillait ou si elle faisait du shopping en ligne, ce que Becca faisait tout le temps, ajoutant quotidiennement des articles pour bébé à son panier. Becca se dirigea vers le coin où elle avait laissé le siège de Mira, mais la chaise marine était vide. « Tania, où est mon bébé ?» s'écria-t-elle. Son père est entré. Il a dit qu'il resterait dans la voiture avec elle jusqu'à ce que tu aies fini, dit-elle en se grattant le cou. Tania a l'air confuse. Et déconcertée. Il n'y a pas de papa. Becca se réveilla en sursaut. Elle s'est redressée dans son lit, essayant de ralentir sa respiration, et a essuyé la sueur qui perlait sur sa lèvre supérieure avec sa main. Des cauchemars comme celui-ci l'ébranlaient constamment. Peu importe qu'elle vérifie l'état du bébé chaque fois qu'elle allait aux toilettes ou qu'elle se réveille chaque fois qu'elle entendait un bruit sur le moniteur, elle connaissait la vérité. Les mauvaises choses arrivent toujours à tout le monde. Elle était plus en alerte que d'habitude parce qu'elle était la seule véritable responsable de Mira. La lampe au sel de l'Himalaya à côté de son lit lui donna un sentiment de calme et l'aida à se recentrer.
tu vas bien, se dit-elle. Becca avait tellement l'habitude d'être responsable d'elle-même que lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a dû tout changer. Elle ne pouvait plus considérer sa santé comme acquise. Elle devait manger correctement et à temps. Elle devait dormir suffisamment, ne pas se contenter d'une consommation excessive de caféine. Elle devait se concentrer sur l'équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée dont tout le monde semblait parler. Elle devait donner la priorité au petit paquet de cellules qui grandissait en elle. Je veux juste me concentrer sur ma carrière, dit Emmett. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, ça ne l'est pas, dit Becca. Elle l'avait enfin rencontré, prête à lui parler du bébé. Si elle était honnête, elle admettrait qu'elle voulait qu'Emmett ne tienne pas compte de tout. Elle n'aimait pas partager son bébé avec lui. Il n'y avait rien de bon à commencer une vie avec lui, et il n'avait aucun projet. Ils n'étaient que deux adultes solitaires qui passaient du temps ensemble, c'était pour une saison, rien de plus. Becca voulait que le bébé soit son seul bébé. Elle était prête pour ce changement, pour la chance d'être une mère et d'être une aussi bonne mère que la sienne. Becca voulait mettre son enfant au monde en sachant à quoi ressemblaient les vraies femmes fortes. Elle espérait secrètement une fille et priait silencieusement pour que le bébé soit un et non deux. Il y avait des jumeaux dans la famille. Elle voulait que sa mère et sa sœur soient le seul soutien dont elle avait besoin. Écoute, je t'aiderai si tu as besoin de moi, Beck, dit Emmett. Mais je le ferai en tant qu'ami ou même en tant qu'oncle amusant. Je ne peux pas être un père maintenant, et je ne veux pas que tu penses que quoi que ce soit pourrait changer cela. Tu comprends? Emmett a traversé la table et s'est servi dans ses frites. C'était un geste si simple et décontracté, mais il a suffi à lui rappeler qu'elle lui avait dit exactement ce qu'elle attendait de lui. Simple et décontractée. Elle n'a donc pas été surprise par ses paroles. En rentrant chez elle ce soir-là, Becca a téléphoné à sa mère et lui a raconté la conversation. Comme ça? Il a dit qu'il ne voulait rien? Demande sa mère. Oui, répondit Becca. Et tu es d'accord avec ça? Honnêtement? Oui. Le bébé sera juste le nôtre. Et si est tout ce que je veux. Je suis heureuse si tu es heureuse, dit Rose. Mais même si Becca pensait avoir obtenu ce qu'elle voulait d'Emmett, elle craignait profondément qu'ils ne reviennent et n'essaient de prendre leur enfant. Elle se souvint de la nuit où Mira est née. Elle était seule à l'hôpital parce qu'elle ne pensait pas qu'Emmett s'intéresserait à eux, et sa mère n'avait pas répondu au téléphone lorsqu'elle l'avait appelé pour lui dire ce qui se passait et où elle se trouvait. Sa sœur n'avait pas répondu non plus, mais elle savait qu'elle était absente de toute façon. Becca avait juste prévu de lui envoyer des photos du bébé après sa naissance. Après cela, Becca est devenue la plus féroce protectrice de Mira, la gardant constamment à l'œil et préférant travailler à la maison. Peu après la sortie de l'hôpital, Rose a emménagé avec elle, prête à jouer les grands-mères attentionnées et à aider Becca à faire face aux changements à venir. L'instant d'après, l'esprit de Becca est revenu au présent. Le cauchemar et le souvenir de la naissance de Mira avaient déclenché une impulsion en elle. Becca savait qu'elle devait voir Mira à cet instant, sentir son odeur de bébé et entendre ses gazouillis avant d'essayer de s'endormir à nouveau. Becca traversa sa chambre pieds nus, les carreaux froids la réveillant plus qu'elle ne l'aurait voulu. Elle bâilla en ouvrant sa porte et traversa le couloir jusqu'à la chambre d'enfant. La porte était légèrement ouverte. Elle ne voulait pas que Mira dorme dans l'obscurité totale, et la lumière du couloir devait donc éclairer la porte.
Becca a poussé la porte plus loin, prête à voir son bébé endormi à travers les barreaux du berceau. Mais Mira n'était pas dans son berceau. Becca a senti les nœuds se dérouler dans son estomac, puis se resserrer. Elle sentait la peur s'insinuer quelque part derrière ses yeux. Mais elle savait que, selon toute probabilité, Mira était avec sa grand-mère. Rose avait l'habitude de se réveiller et d'amener Mira dans sa chambre lorsqu'elle entendait le bébé la nuit. Souvent, lorsqu'elle entrait dans la chambre de Rose, Becca trouvait Mira endormie avec sa grand-mère à ses côtés, enveloppant le bébé, essayant de le protéger du monde entier. « Maman ?» murmura-t-elle en ouvrant la porte de la chambre de Rose. Rose dormait profondément, les couvertures lui remontant presque jusqu'au nez. Elle ronflait doucement et régulièrement, profondément endormie. Becca pouvait voir que Mira n'était pas avec sa grand-mère. Le corps de Becca se réveillait à ce moment-là. Elle sentait une douleur sourde monter de ses côtes, son cœur se contractait, sa tête battait, ses mains transpiraient. L'idée que ses cauchemars se soient réalisés l'effrayait au point de la déchirer. Ce n'est pas grave, se dit-elle. Elle était probablement trop fatiguée et n'avait pas bien regardé. Mira était probablement coincée entre les animaux en peluche que sa grand-mère insistait pour lui tricoter. Ce n'est pas grave. Mira était là. Elle serait là, recroquevillée sur elle-même, ses petits doigts serrant quelque chose, probablement la girafe que Rose lui avait fabriquée. Mira adorait cette petite chose. Mais lorsque Becca vérifia à nouveau, il n'y avait pas de bébé. Mira n'était pas dans le berceau. Elle était trop petite pour se déplacer elle-même, mais Becca a quand même vérifié sous le berceau. Elle a vérifié sur le tapis de jeu et sous la table roulante. Elle a enlevé tous les animaux en peluche du berceau et les a jetés dans toute la pièce. Elle s'est penchée sur le berceau pour sentir un peu de chaleur, une trace de la dernière fois que Mira était dans son berceau. La literie était froide et il n'y avait aucune trace de chaleur corporelle. Depuis combien de temps le bébé n'était-il pas là? Lorsque Becca écarta la couverture du bébé, elle aperçut quelques mèches de longs cheveux roux. À ce moment-là, le cœur de Becca s'est presque arrêté. Au début, la panique est montée comme de la bile dans sa gorge, mais ensuite, elle s'est souvenue que sa sœur, Elena, avait teint ses longs cheveux en rouge il y a environ une semaine. Elle se souvenait d'avoir vu sa sœur et d'avoir pensé qu'elle avait l'air d'avoir la tête enflammée par le soleil couchant. Becca a essayé de rationaliser la situation, peut-être que les mèches provenaient de la visite d'Elena la semaine précédente. Mais Elena ne ferait jamais de mal au bébé. Elena était sa jumelle. Le jour où elle a rencontré Mira, elle a dit que le bébé était aussi bon que le sien. Elena ne ferait rien qui puisse nuire à son enfant. Elle protégerait le bébé aussi bien que Becca ou Rose. Mira avait récemment pris l'habitude de s'arracher les cheveux. Mais si c'était le cas, où était le bébé? Qui a pris le bébé? S'agissait-il des cheveux d'Elena? À ce moment-là, la peur ne pouvait plus être contenue. Becca poussa un cri à glacer le sang. Lorsque Rose entendit le cri de Becca, elle sortit du lit si rapidement qu'elle en oublia la douleur de sa hanche droite, qui la faisait boiter depuis une semaine. Mais cela n'a pas d'importance. Dès qu'elle entendit le cri de sa fille, elle se mit en pilote automatique. Rose a trouvé sa fille ancrée sur place, le visage couvert de larmes et la bouche arrondie, prête à pousser un autre cri. Les mains de Becca étaient emmêlées dans ses cheveux. La fenêtre était ouverte, le rideau se balançait dans la brise, rendant la pièce froide et peu accueillante.
Rose saisit les mains de son enfant, essayant de la stabiliser et de lui faire reprendre le contrôle de son corps tremblant. Le cœur de Rose se serra. Rien n'était pire que de voir son enfant s'effondrer sous ses yeux. CIST alors qu'elle se rendit compte que Mira avait disparu. Rose est entrée en courant dans la chambre après avoir été réveillée par les cris de Becca qui résonnaient dans la maison. CIST alors que la brise frappa Becca sur le côté de son visage. Quest ce qu'il y a, Becca? CIST le bébé? S'exclama Rose. Elle n'est pas là, cria-t-elle. Et la fenêtre est ouverte. Qui a pris mon bébé, maman? Le visage de Rose s'est vidé de toute couleur en entendant les paroles de sa fille. Elle se tourna vers le berceau et, le voyant vide, s'approcha de la fenêtre, écartant les rideaux, essayant de chercher quelque chose qui n'était pas là. Les larmes coulaient vite et fort pour Becca, brouillant sa vision et donnant à son corps une sensation d'étrangeté. Ses mains tremblaient. Sa poitrine était oppressée et se resserrait à mesure qu'elle essayait de respirer. Elle voulait bouger, mais ses pieds étaient ancrés dans la moquette rose pâle de la chambre d'enfant. Becca, respire, dit Rose en lui tenant les mains, même si les siennes tremblaient tout autant, et qu'elle avait déjà les larmes aux yeux. Il faut qu'on bouge maintenant. Allez, viens. Becca fouilla la maison pendant que Rose sortait, s'aidant d'un parapluie fermé pour marcher. Becca voulait lui dire de s'asseoir et de reposer sa hanche, mais elle voulait absolument retrouver Mira. Elle savait qu'elle ne pourrait pas respirer correctement tant qu'elle n'aurait pas remis les yeux sur la petite fille. Rose a dit qu'elle allait d'abord chercher dans la maison. Ensuite, elle cherchera dans toutes les voitures qui circuleront sur la route. Elle dit à Becca d'appeler la police. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre du temps. Il y avait une petite fille qui avait besoin qu'on la retrouve. Lorsque Becca a fouillé le salon, elle a cru entendre un faible cri. Mais elle entendit le silence et son cœur battit la chamade lorsqu'elle retint sa respiration. Elle respira à nouveau et entendit les pantoufles de sa mère claquer sur le trottoir à l'extérieur. Alors que Becca était sûre d'avoir imaginé le cri de Mira, elle l'entendit à nouveau. Il était plus pressant que la première fois et moins faible. La cave, Mira devait être à la cave. Rose descendit péniblement les marches, les os de ses hanches frottant l'une contre l'autre sous sa peau. Non, arrête, dit-elle à son corps. Tiens-toi tranquille jusqu'à ce qu'on trouve Mira. Elle chercha autour de la maison, mais ne vit rien qui sortît de l'ordinaire. Toutes les voitures de la rue étaient là, elles appartenaient aux habitants de la rue. Il n'y avait rien de nouveau ou de différent dans cet endroit. Toutes les maisons se ressemblaient, toutes les lumières étaient éteintes et tout le monde dormait ce samedi soir, inconscient de la disparition de Mira. Becca se dirigea prudemment vers la cuisine, la porte du sous-sol s'y trouvait. La porte était légèrement entr'ouverte et le tablier recouvert de farine était suspendu à la porte, se balançant légèrement sous l'effet de la brise qui passait par la fenêtre de la cuisine. Elle tira la porte vers elle et entendit un doux fredonnement, un air qu'elle se rappelait de son enfance. « Elena ?» murmura-t-elle en descendant lentement les escaliers. Elena tenait Mira dans ses bras, assise sur l'avant-dernière marche. La lumière était faible, mais les yeux du bébé étaient assez brillants pour éclairer n'importe quelle pièce. Elena avait le cœur serré. Elle regarda Mira tandis que de grosses larmes tombaient sur son visage, marquant chacune sa grenouillère vert pâle.
Elle s'accrocha à son petit poing, embrassa les doigts de Mira et s'émerveilla de ses ongles minuscules. « Mon bébé t'aurait-il ressemblé ?» demanda Elena à la petite fille. « Je me demande si vous auriez grandi aussi proche que ta mère et moi. » « Je pense que oui. Je pense que vous auriez été plus proches. Beck et moi avons toujours dit que nos enfants seraient inséparables. Je voulais que mon bébé grandisse avec toi, petite fille. » Mira roucoula et Elena l'embrassa sur le front. Elle s'assit et lutta contre ses sentiments, ce bébé était aussi bien que le sien. Mais ce n'était pas le sien, n'est-ce pas? C'était celui de Becca. Et où était son bébé? Que t'est-il devenu? Mira leva les yeux vers Elena en battant des paupières. Elena se demanda si elle pensait qu'elle était sa mère. Après tout, la seule différence entre Becca et elle était ses cheveux roux nouvellement teints. Elena serra le bébé contre elle et commença à fredonner. Le fredonnement continua, et Becca put entendre Mira roucouler. En bas de l'escalier, Becca vit Elena assise avec Mira sur ses genoux. Ses longs cheveux roux se détachaient sur sa robe blanche. Elena, répéta Becca en s'asseyant sur la marche au-dessus d'elle. Elle toucha l'épaule de sa sœur, qui tressaillit et leva les yeux vers elle. Les yeux d'Elena étaient rouges et gonflés, et on aurait dit qu'elle n'avait pas dormi correctement depuis plusieurs jours. « Donne-moi le bébé, Elena, » murmura-t-elle. « Montons à l'étage, où il fait bien plus chaud. » « D'accord, » dit Elena. Elle confia Mira à Becca. Becca s'est accrochée à Mira pendant qu'elle montait les escaliers. Elle était en conflit. D'un côté, elle avait envie de crier et de secouer Elena pour ce qu'elle avait fait. Quelle raison pouvait-elle bien avoir pour enlever son enfant de son berceau au milieu de la nuit? Mais d'un autre côté, il y avait quelque chose de plus profond. Becca connaissait bien sa sœur, et elle savait que ses yeux exprimaient une douleur que Becca ne connaissait pas encore. Il y a plus que cela. Lorsqu'elle a assis Elena dans le salon, Rose a franchi la porte. Les yeux de Rose fouillèrent la pièce et se posèrent sur Mira, qui poussa un profond soupir et s'entoura de ses bras. Lorsque Rose eut fouillé toutes les voitures de la rue et qu'elle ne trouva plus rien d'autre à faire, elle dut retourner à la maison. Becca avait besoin d'elle. Mira avait besoin d'elle. Elle ne pouvait pas imaginer ce qui se passait dans la tête de sa fille. « Pourquoi n'as-tu pas simplement emmené le bébé dans ta chambre quand tu allais faire pipi ?» demanda-t-elle à elle-même. Peut-être qu'alors, il ne se serait rien passé. La hanche de Rose commençait à lui faire encore plus mal. « Seigneur, je t'en prie, » murmura-t-elle. « Donne-moi la force de l'aider. » Elle retourna à la maison en s'appuyant sur le parapluie. Lorsqu'elle arriva dans l'allée, la maison était toujours dans l'obscurité. Elle espérait que la situation avait radicalement changé pendant son absence. Rose poussa la porte d'entrée et la première chose qu'elle vit fut Mira enveloppée dans les bras de Becca. « Bonjour, maman », lui dit son autre fille, Elena. Rose fut surprise. Bien sûr, elle était heureuse de voir Elena, mais c'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. « Bonjour, maman », dit Elena. La surprise de la voix d'Elena se répandit sur le visage de Rose. Elle referma la porte derrière elle, alluma la lumière et s'assit à côté de Becca, prenant le bébé dans ses bras. « Qu'est-ce ce qui se passe ?» demande Rose en regardant de Becca à Elena. « Je suis venue rendre visite au bébé », dit Elena. « Pourquoi au milieu de la nuit ?» demande Becca. « Et pourquoi tu ne nous as pas dit que tu venais ? Je voulais la voir, » dit Elena.
Elle se mordit la lèvre. J'avais besoin de sentir son odeur. Maman, je vais changer Mira. Fais du thé à Elena et nous en parlerons, dit Becca. Becca emmena Mira dans la chambre d'enfant. Elle prit le bébé dans ses bras et fut inondée de soulagement lorsqu'elle le regarda dans les yeux. Elle voulait la garder près d'elle en permanence. Elle voulait que ce précieux enfant soit en sécurité pour toujours. Elle a changé la couche du bébé et l'abordait à nouveau. Elle laissa le bébé dans le confort de son berceau tout en restant vigilante dans le salon. Mais son bébé n'est pas menacé. Becca le savait. Elle savait que quelque chose avait mis Elena hors d'elle, quelque chose de si profond que le seul remède était Mira. Elle ne pouvait pas blâmer Elena pour cela, pas quand Mira était son remède. Mais Becca savait qu'au fond d'elle-même, même si elle était soulagée que Mira n'était qu'à quelques mètres d'elle, dans le sous-sol, elle était en colère contre Elena. Pourquoi n'avait-elle pas pu téléphoner? Ou sonner à la porte? Pourquoi devait-elle se faufiler comme une voleuse dans la nuit? Becca aligna les animaux en peluche le long du berceau et referma la fenêtre. Elle laissa la porte ouverte en retournant dans le salon. Elena avait des explications à donner. Rose se rendit dans la cuisine. Elle remplit silencieusement la bouilloire d'eau et l'alluma. Elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé sous le toit de la maison cette nuit-là. Tout ce dont elle était sûre, c'est que ses filles souffraient. Becca était rassurée car Mira était de retour dans ses bras, mais qu'était-il arrivé à Elena? Rose voyait son enfant trembler dans sa robe blanche, les cheveux mous autour de ses épaules. Quelque chose n'allait pas avec Elena, et cela avait causé une blessure qui était profondément ancrée dans son sang, c'était clair pour Rose. Elle donna à Elena une tasse de thé fumant dans le salon. Elle s'accrocha fermement à la tasse. Même si elle se brûlait les mains, elle ne montrait rien. Qu'est-ce ce qui se passe, mon amour? Lui demanda Rose. J'avais besoin de voir Mira, dit Elena. Elena et Ben sont assis sur le bord de la baignoire. Ben regardait fixement son téléphone pendant que le minuteur décomptait les secondes avant que le test ne soit prêt pour eux. Elena retenait son souffle, ayant tellement envie de voir l'espace blanc du test se transformer en 2 lignes bleues. Je suis nerveuse, dit Elena en s'accrochant à son bras. Je sais, ma chérie. Moi aussi, dit Ben. Surtout maintenant que Mira est là. Elena acquiesça. Bien sûr, elle avait toujours voulu être mère, mais il y avait quelque chose dans le fait de voir Becca devenir mère avait changé sa sœur. Elena avait vu sa sœur s'épanouir et devenir la personne qu'elle serait toujours, une mère à part entière. Pourquoi, lorsque les règles d'Elena ont eu presque 3 semaines de retard, elle et Ben ont finalement décidé de faire le test de grossesse pour voir s'ils allaient être parents eux aussi. Tous deux se sont accrochés au fait qu'il était enceinte et qu'un frère ou une sœur allait grandir en Elena pour Mira. Elena craignait que Ben ne veuille pas devenir père si tôt dans leur mariage, mais elle s'est heureusement trompée. Il semblerait que la naissance de Mira ait tout changé pour eux tous. Elena est reconnaissante que Ben ne soit pas comme Emmett, à dire qu'il ne veuille pas être le père d'un enfant qui lui appartient à moitié. Non pas que Becca ait besoin de lui. La minuterie du téléphone de Ben l'a sortie de ses pensées. Il était temps. Lorsque l'espace vide s'est transformé en 2 lignes parallèles sous leurs yeux, Elena a poussé un cri d'excitation. C'était le moment, c'était leur moment. Leur bébé était en route. Ben la prit dans ses bras et l'embrassa.
C'était le début de leur nouveau voyage. Il y a 2 mois, j'ai appris que j'étais enceinte. J'étais à la fois folle de joie et hors de moi, parce qu'on profitait tous tellement de Mira, raconta Elena à Becca et Rose en tenant fermement la tasse. Pourquoi n'as-tu rien dit ? Lui demanda Becca. Parce qu'il était trop tôt et que je voulais être prudente. Tu sais à quel point je suis superstitieuse, dit-elle. C'était comme si le thé insufflait une nouvelle vie à Elena. La chaleur du thé transformait son visage en ce que Becca connaissait d'elle, chaleureuse et aimante, et non effrayée et triste, comme elle l'avait été dans la cave. Et maintenant ? Comment va le bébé ? Lui demanda Rose. Si est à ce moment-là que les murs d'Elena se sont effondrés. Je me fiche d'avoir un garçon ou une fille, lui dit Ben en lui massant les pieds sur le canapé un soir. Tant que nous aurons un bébé heureux et en bonne santé, je serai un père heureux. Moi non plus, pour être honnête. Mais je pense qu'une fille serait merveilleuse, avec toutes les affaires de Mira, dit Elena en riant. Voyons ce que vos fées décident, alors, hein ? S'esclaffa Ben. Maman espère une fille, dit-elle. Elle a toujours voulu une armée de filles, tu sais. Écoute, tant que nous n'avons pas de jumeaux, je ne serai pas fâché, mais nous aurons du pain sur la planche, dit Ben. Voyons ce qui va se passer, sourit Elena. J'ai hâte que nous atteignions le 2e trimestre et que nous puissions annoncer la nouvelle à nos familles. Becca observa sa sœur. Elena était passée de la sérénité à l'abattement en quelques secondes. Elle était tout sauf bien. La colère de Becca s'est dissipée avant même qu'elle ne puisse la comprendre. Elle avait envie de se glisser sous les couvertures avec sa sœur, comme elle l'avait fait pendant toute leur jeunesse. Elle se déplaça, s'assit au pied d'Elena et la regarda droit dans les yeux. Raconte-nous tout, dit Becca. Ben et moi étions d'accord pour ne parler à personne de la grossesse. Nous attendrions jusqu'au 2e trimestre, puis nous inviterions tout le monde à dîner et nous l'annoncerions. C'était le plan, en tout cas. Rose la salua d'un signe de tête. Elle pouvait comprendre la peur de vouloir que son bébé soit en sécurité, surtout parce qu'elle avait la responsabilité de le faire grandir en toute sécurité. Elena prit une profonde inspiration et avala une longue gorgée de thé. Ben et moi avons convenu que je continuerai à aller à la salle de sport et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rester en forme et en bonne santé, pour le bébé et pour moi. Mais il y a 2 semaines, raconta Elena, je suis tombée à la salle de sport alors que j'étais sur le tapis roulant. J'ai trébuché sur un de mes lacets ouverts. Et cela a tout fait déraper. J'avais une douleur atroce, et le temps que j'aille aux urgences, j'avais commencé à saigner. Oh, ma sœur, lui dit Becca en entourant Elena de ses bras. Elena venait de rentrer de l'école et elle était épuisée. Enseigner était une chose, mais enseigner l'anglais à des élèves de 12e année en était une autre. Malgré tout, Elena était prête à se rendre à la salle de sport. Elle tenait absolument à poursuivre son programme de remise en forme aussi longtemps que possible. Elle s'était changée et était dans la cuisine, préparant des smoothies pour elle et Ben. Il allait rentrer chez lui, se changer et ils iraient ensemble à la salle de sport. Elle commença à couper des fruits et téléphona à sa meilleure amie, Ivy. Bonjour, Lena, lui répondit Ivy. Je suis en train de préparer des smoothies, alors je me suis dit que j'allais prendre des nouvelles. Comment vas-tu ? Très bien, merci.
Je viens de méditer et j'ai beaucoup pensé à toi, à Ben et au bébé. Que des bonnes choses, j'espère. Dit Elena en riant. Enfin, je veux dire. Je pense que tu dois te ménager, être prudente et ne faire que ce que tu peux. Tu m'as compris ? Dit Ivy. Elena continua à couper la banane qu'elle venait d'éplucher. Elle aimait Ivy comme une sœur. Mais Ivy a un don, elle est très à l'écoute du monde qui l'entoure et sa spiritualité se situait à un autre niveau. D'accord, j'ai compris, Ivy. Je fais tout ce que je peux pour que tout le monde soit en sécurité et heureux, dit-elle en riant. Mais si Elena était honnête avec elle-même, elle était un peu effrayée. Ivy avait toujours été précise dans ses avertissements à Elena, jusqu'au jour où elle avait été prise de vertige à l'école et s'était évanouie, se cognant la tête contre le bureau. Elena se tapota l'estomac et mit les fruits dans le mixeur. Elle allait bien. Tout allait bien. Lorsque Ben est allé chercher Elena, il était de mauvaise humeur. Il n'était plus le Ben qui la prenait et la portait sur son épaule. Au contraire, il respirait la colère et la frustration. Pourquoi es-tu prête pour la salle de sport ? On n'y va pas tous les deux ? Dit-elle en sortant ses vêtements de sport de l'armoire. Moi, j'y vais. J'ai eu une journée difficile au travail aujourd'hui. J'ai donc besoin de me défouler. Mais tu devrais penser à rester à la maison et à te reposer. Mais je veux venir. Je me calmerai plus tard, et ce bébé n'est qu'un tas de cellules pour l'instant, dit-elle en riant. En guise de réponse, Ben lui lança un regard dur. Elena soupira. La soirée allait être longue. Si est arrivé si vite, et le bébé est parti avant qu'elle n'ait vraiment eu une chance. Une fille ? Demanda Rose. Non, enfin, ce n'est pas confirmé. Mais je savais que c'était une fille, dit Elena avec une profonde tristesse dans la voix. Tu connais mon amie, Ivy ? Celle qui dirige les ateliers spirituels ? Rose acquiesça et but une gorgée de sa tasse. Qu'est-ce ce qu'elle a dit ? Elle m'a dit que mon bébé serait comme Mira, alors j'avais besoin de la voir. Je voulais regarder dans ses yeux et voir quelque chose. Sentir cette connexion, tu sais ? Dit Elena. Ben et Elena sont allés chacun de leur côté lorsqu'ils sont arrivés à la salle de sport. Elle voulait utiliser le tapis roulant et Ben voulait nager. D'habitude, il se débarrassait de ses sentiments en nageant. Elena s'est dirigée vers les tapis roulants et a choisi celui qui était le plus près de la fenêtre. Elle choisit ses réglages et courut. Elena rêvassait sans cesse, la plupart du temps en mangeant ou en pensant à une chambre d'enfant. Elle adorait cela, faire grandir une vie en elle. Elle était tellement dans ses pensées qu'elle ne remarqua pas que le lacet de sa chaussure s'était défait, la faisant trébucher. Elena se releva et s'épousta. Elle se sentait bien, un peu étourdie, mais bien. Elle se dit que c'était peut-être un signe. Il était temps d'arrêter. Elle descendit donc chercher Ben et s'assit les pieds dans la piscine jusqu'à ce qu'il ait fini. Elena commença à ressentir une douleur atroce dans l'abdomen lorsqu'elle arriva à la piscine. La douleur était si intense qu'elle s'est mise à genoux. L'agitation a attiré l'attention de Ben, qui a nagé jusqu'à son côté de la piscine et en est sorti facilement. Quand ils ont compris ce qui se passait, Ben l'a porté jusqu'à la voiture. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, le cœur d'Elena se brisa en plusieurs morceaux. La première fissure vint de Ben. Je t'avais dit de te calmer. Si est de ta faute, Elena, dit-il.
Rose a alors allumé une bougie pour le bébé. Becca l'a fait aussi. C'était leur façon de dire qu'elle comprenait sa douleur, sa perte et la tragédie de la perte de son bébé avant qu'elle ne le connaisse. Becca pouvait voir à quel point sa sœur était tendue. Le poids du chagrin l'accablait lourdement. Elle savait qu'il était hors de question de laisser sa sœur retourner à la vie telle qu'elle l'avait connue, si c'est-à-dire seule. Ben est parti 3 jours après ma sortie de l'hôpital. Ce fut un choc. Il m'avait acheté des tournesols et des petits gâteaux et les avait laissés dans la cuisine. Il avait préparé le dîner et changé la literie. Alors, après le dîner, quand il a fait ses valises, je n'ai rien vu venir. Il est parti sans explication et j'attends toujours de ses nouvelles. Je ne sais pas où il est ni ce qu'il est devenu. Je sais qu'il est parti et que je suis seul. Tu n'es pas seule, Lena, dit Rose. Cette dernière était choquée par tout ce que son enfant avait vécu au cours des dernières semaines. Et l'avoir fait seule, Rose avait envie de rester sous la douche et de pleurer pour toutes. Elena leur avait dit sa vérité, et ce faisant, elle avait partagé sa douleur avec Rose et Becca. Rose savait que Becca pensait à sa propre grossesse et à l'idée d'une fausse couche. Rose a vu sa lèvre inférieure trembler pendant qu'Elena parlait. Le lendemain matin, Becca était assise dans la cuisine, tenant Mira dans ses bras. Elle avait préparé des crêpes et attendait le réveil d'Elena. Becca est restée debout une bonne partie de la nuit. Elle s'était retournée dans tous les sens et n'arrivait pas à oublier tout ce qu'Elena leur avait dit. Elle était horrifiée à l'idée qu'Elena ait traversé cette épreuve toute seule, et que son seul moyen de la rejoindre ait été de se faufiler et de passer du temps avec Mira. Quand Elena entra dans la cuisine en portant le pyjama et les pantoufles de Becca, cette dernière lui tendit la main pour lui donner Mira. Elena lui a souri avec reconnaissance et a pris le bébé, l'embrassant sur la tête en s'asseyant. « Je veux que tu emménages avec nous, dit Becca. Tu n'as pas à abandonner ta maison ou à prendre de grandes décisions pour l'instant, mais je veux que tu viennes et que tu restes ici aussi longtemps que tu en auras besoin. » Mais qu'en est-il de l'espace? Et pensez-vous que cela conviendrait à Mira? Absolument, Mira aura sa tante ici. De quoi pourrait-elle avoir besoin de plus? Et ne t'inquiète pas pour l'espace. Je déplacerai tout mon matériel de travail dans ma chambre, et il y a suffisamment d'espace. Tu ferais ça pour moi? Demanda Elena, inconsciente du fait que Mira tirait sur ses longs cheveux. Je ferais n'importe quoi pour toi, dit Becca. Quelques mois plus tard, Elena avait complètement emménagé. Elle avait emballé toutes ses affaires, laissant celles de Ben derrière elle, et s'était installée chez Becca. Leur maison. Rose était ravie d'avoir ses filles sous le même toit, où elle pouvait s'occuper d'elles pendant qu'elle s'occupait d'elles. Becca savait qu'Elena avait besoin d'être entourée de Mira, et elle avait raison. La présence du bébé l'avait aidé à guérir de sa perte. Pour le premier anniversaire de Mira, Elena a décidé de préparer elle-même le gâteau et, avec Rose, elles ont gonflé tous les ballons. Malgré la panique et l'angoisse de cette nuit-là, Becca savait qu'elle avait rapproché sa famille. Le désespoir qu'Elena avait ressenti, le besoin de voir Mira et d'être près d'elle, s'était transformé en quelque chose de plus, un amour inébranlable et dévorant pour sa nièce qui remplaçait la perte tandis qu'elle chérissait le souvenir de son bébé. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.